13h. Europe 1 13h, dernière partie sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud. Et vous accueillez votre invité Martin Garagnon, porte-parole Ensemble pour la République et conseiller national de Renaissance. Bonjour Martin Garagnon. Bonjour Madame Géraud. Bienvenue à bord, bienvenue dans le studio d'Europe 1 13h. Alors ce soir à 18h, on connaîtra donc la liste des candidats pour le deuxième tour des législatives anticipées. Il y a une mobilisation qui s'organise depuis quelques heures maintenant, avec la gauche, la Macronie et des désistements dans selon nos informations, il y a au moins 190 candidats arrivés troisième qui ont donc renoncé à se présenter au second tour. Une grande majorité d'entre eux sont de gauche. Et pour le moment, 70 candidats du camp présidentiel se sont également désistés. Qu'est-ce que vous répondez à Xavier Bertrand, le président de région Nord Hauts-de-France, qui dit faire barrage, ce n'est pas un programme politique? Il a en partie raison. On ne fait pas un programme sur un barrage, mais on ne se contente pas d'un barrage. On a un programme. Simplement, on s'adapte aussi à un contexte politique. Nous, on a toujours été clairs depuis le début de cette campagne, à savoir qu'on dénonçait la supercherie que représentait cette alliance baroque de la gauche, qui ne s'entendait sur rien et qui en 48 heures ont su trouver un accord purement électoraliste, et le danger que fait courir le programme proposé par le Rassemblement national. Donc on a, entre ces deux voies, proposé aussi un programme qui est toujours le nôtre, qui est toujours sur la table, qui est toujours celui qui est porté par nos candidats Ensemble pour la République. On constate que mathématiquement, le front de gauche n'est plus en mesure de s'imposer et donc d'imposer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Reste un deuxième risque pour notre pays, qu'on a dénoncé, donc ce n'est pas non plus une nouveauté, qui est le programme du Rassemblement national. Et donc l'objectif, c'est d'empêcher le pays de faire face à ce risque au lendemain du deuxième tour. Donc là-dessus, on a été très clair dans nos consignes, mais on n'a même pas attendu le résultat du premier tour, puisqu'on a commencé bien avant le premier tour en refusant d'investir des candidats dans une soixantaine de circonscriptions lorsqu'il y avait un risque majeur évident que la circonscription puisse tomber entre les mains du Rassemblement national. Donc là-dessus, on est dans une logique qui ne se dément pas, et les désistements, effectivement, vous l'avez annoncé, se suivent heure par heure. Ça bouge minute par minute. On a même des candidats, c'est le cas, je ne citerai pas de circonscription, mais on est dans le cas, par exemple, où on avait 4 candidats qualifié pour le second tour. Le nôtre était arrivé en 3e place. Le 4e a refusé le désistement. Le nôtre s'est désisté de manière très claire, justement pour apporter de la clarté aussi aux électeurs. Martin Garagnon, porte-parole Ensemble pour la République et conseiller national de Renaissance, qui est avec nous en direct dans le studio. Vous parlez d'alliance baroque à propos du NFP, de supercherie à propos du Rassemblement national. Il n'empêche, Emmanuel Macron n'a cessé de diaboliser les extrêmes, et l'extrême gauche en l'occurrence, et malgré tout, vous arrivez à vous associer des associations, des alliances, même parfois contre nature. Alors, ça vous démange quand même, ça doit vous démanger. Ce ne sont pas des alliances, c'est un principe républicain de désistement. Donc ça n'est pas un programme commun. Et l'extrême gauche fait à nouveau partie de l'arc républicain, donc. Alors, l'extrême gauche, c'est un cas très particulier parce que on a pu y assister, d'ailleurs, au cours de cette campagne où décidément il s'est passé énormément de choses sur le plan politique, à la purge à laquelle LFI s'est livré, en l'occurrence Monsieur Mélenchon, vis-à-vis de certains membres influents et médiatiques de son propre camp. Donc on voit bien qu'au sein même de LFI, il n'y a pas de ligne clairement établie. On a vu aussi, je ne sais pas si vous avez pu voir ce tweet hallucinant de François Ruffin le jour des investitures de LFI, où LFI annonce que François Ruffin a l'investiture de la France insoumise, et Ruffin répond en disant « mais je n'en ai rien à faire de votre investiture, moi je ne suis pas de votre secte ». Donc on voit bien que même au sein de l'extrême gauche, il faut pouvoir distinguer un certain nombre de personnalités politiques, et nous, notre ligne rouge, elle a toujours été très très claire. Ceux qui s'inscrivent dans la République, dans le respect des institutions, qui n'appellent pas à la violence vis-à-vis de nos forces de l'ordre, etc., sont des gens avec lesquels on peut potentiellement s'entendre sur un cadre républicain. Sur les programmes, évidemment, on se combat, on s'oppose. Mais vous comprenez, Martin Garagnon, que vos électeurs soient déroutés, désorientés. On les a entendus dans notre journal tout à l'heure. Ils n'ont pas envie, quelque part, de voter pour un candidat NFP parce que votre candidat s'est désisté. Alors, c'est là où il faut revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire que cette alliance électoraliste de la gauche n'existe que par une volonté d'hégémonie et de prédation de la part de la France insoumise. 48 heures avant l'annonce de cet accord, les candidats de gauche s'écharpaient au moment des européennes, expliquant aux Français lors des débats qu'ils étaient d'accord sur rien. Donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est que finalement, ils ont su trouver un point de convergence qui est finalement de garder des circonscriptions et d'en gagner, mais il y a bien plus de points communs à notre sens entre un socialiste comme M. Hollande ou d'autres avec nous
que entre certains socialistes et des éléments très extrémistes de la France insoumise. C'est factuellement le cas. On a perdu lorsque on a eu le résultat des européennes. Le constat qu'on a fait dès le lendemain, ce sont des électeurs de Raphaël Glucksmann aux européennes qui nous ont dit « Mais moi, jamais je ne pourrais voter à nouveau pour une NUPES dominée par la figure de Jean-Luc Mélenchon. » C'est un repoussoir. Et c'est un repoussoir qui s'assume, parce que vous l'avez tous vu, le jour de l'annonce des résultats, le soir même des résultats du premier tour des législatives, on a vu en pleine majesté Jean-Luc Mélenchon, grillant la politesse à tous ses camarades du Front populaire, annoncer comme si c'était lui le leader de cette gauche, ce qu'il assume, ce qu'il souhaite. Aux côtés de Rima Hassan. Exactement, aux côtés de Rima Hassan et de Manuel Bompard, totalement silencieux pour une fois, montrant bien que le vrai chef de cette gauche-là, c'était Jean-Luc Mélenchon. Donc il joue au maximum cette ligne de fracture au niveau de la gauche. Nous, évidemment, c'est un repoussoir que l'on constate, que l'on déplore. Mais qui fait partie de la corbeille de la mariée, parce que oui, voilà. Mais une fois de plus, nous ne sommes pas responsables de l'alliance qu'ont souhaité certaines formations de gauche avec cet épouvantail qu'est Monsieur Mélenchon. Donc, on les appelle aussi à la raison. Maintenant, vous voyez quel est le danger. Jean-Luc Mélenchon n'est visiblement plus un risque pour l'accession au pouvoir. En revanche, il y a toujours le risque de l'accession au pouvoir du Rassemblement national. On priorise en fait. C'est malheureux. Je comprends nos électeurs qui peuvent être extrêmement déçus et dans l'incompréhension par rapport à ces annonces, mais la priorité, c'est de hiérarchiser les risques. D'autant que votre majorité elle-même est fracturée. On a Bruno Le Maire en tête qui prône plutôt pour un ni-ni. D'autres ministres ont suivi. Et de l'autre côté, on a Gabriel Attal qui propose une autre voie, cette assemblée plurielle. Qu'en pensez-vous ? Mais c'est... Là aussi, ça déroute vos électeurs qui disent « Mais attends, on fait quoi alors ? On va à droite, à gauche, au milieu, on met où le clignotant quoi ?» Sur la ligne de fracture, elle est plutôt minime parce qu'au final, la seule divergence, elle se pose sur quelques cas isolés, sur quelques circonscriptions. La ligne du ni LFI ni RN, là où on est tous d'accord, c'est pas le Rassemblement national. On ne souhaite pas que le Rassemblement national puisse accéder au pouvoir parce qu'on sait le danger qu'il représente pour nos pays. Et aujourd'hui, Marine Le Pen dit qu'elle est prête effectivement à prendre le pouvoir, en tout cas Jordan Bardella, prêt à gouverner avec une majorité relative. Le curseur a été légèrement baissé. Dans des calculs électoraux, on avait déjà les conditions suspensives énoncées par Jordan Bardella pour accepter de prendre le pouvoir, comme si le pouvoir, en fait, on l'acceptait ou on le refusait. Le pouvoir, c'est le peuple qui vous le donne. Donc, lorsque vous êtes candidat, vous dépendez de la volonté du peuple et vous devez l'assumer. Mais sur la ligne de fracture, elle est minime, parce qu'en fait, nous, on est évidemment en convergence sur le refus de l'action au pouvoir du RN, et sur LFI, le ni LFI, il concerne a priori des candidats qui sont très très identifiés, qui ont tenu des propos plus que limite sur l'antisémitisme, qui ont fait des appels à la violence vis-à-vis de nos forces de l'ordre, etc. Cela, je peux comprendre qu'il y ait un point de divergence. Néanmoins, le risque constaté, c'est que le LFI n'est plus un danger pour l'accès au pouvoir. C'est le RN qui, demain, peut éventuellement accéder au pouvoir. Et sur la proposition de Gabriel Attal, mais Gabriel Attal, il constate en fait une situation. À l'heure actuelle, quelles sont les alternatives qui s'offrent aux Français demain pour gouverner notre pays ? Avec 3 blocs ? Avec trois blocs. Donc vous avez le RN, s'il a une majorité absolue, qui n'aura pas d'autre choix que d'accepter le pouvoir, et qui l'appelle de ses voeux. Nous, évidemment, on s'y oppose très fortement, mais on a fait le constat que nous, Ensemble pour la République, nous n'étions plus en capacité d'avoir une majorité absolue. Et que nécessairement, il fallait qu'on puisse proposer aux Français, à des formations politiques avec lesquelles on peut s'entendre sur en tout cas un cadre républicain et démocratique, un pacte de gouvernement. Alors, on n'en est pas encore à ce stade-là. Là, on est au stade des désistements, de voir qui peut éventuellement rentrer dans ce projet. Gabriel Attal ouvre une autre voie. C'est son rôle, en tant que chef de la majorité sortante, de préparer aussi l'avenir de notre pays. Coalition à laquelle, c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays d'ailleurs. C'est ça. Mais Emmanuel Bompard s'y opposait directement dans la foulée. Le coordinateur LFI, il dit les Insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme. Il rejette totalement cette idée. Mais c'est là où LFI est un frère jumeau du Rassemblement national. C'est-à-dire que les deux nous expliquent à longueur de temps qu'ils sont là pour prendre le pouvoir, tout le pouvoir, rien que le pouvoir, et pour appliquer leur programme, rien que leur programme. Est-ce que vous n'êtes pas un peu des grands rêveurs, justement, en proposant cette grande coalition, ou ce gouvernement technique, ou cette assemblée plurielle ? Je vais vous paraître naïf, mais je pense qu'il faut du rêve en politique. Et je pense que c'est aussi ça qui fait avancer... Vous avez des paillettes encore dans les yeux, c'est ça ou... Moi, c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai 45 ans, je suis, on va dire, un amateur de la politique, je travaille à côté, je suis un bénévole, et j'y crois. Je crois qu'on peut changer notre pays, je crois que c'est dans la discussion, dans le débat, dans l'écoute, qu'on peut améliorer aussi la situation des Français, parce qu'au final, la politique, ça n'est que ça. C'est pas des plans de carrière. On est là pour
définir quels sont les problèmes des Français en les écoutant et trouver des solutions qui répondent à ces problèmes-là. C'est juste ça, la politique. Martin Garagnon, porte-parole Ensemble pour la République et conseiller national de Renaissance. Vous parliez de repoussoir en parlant de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi, et ça s'est traduit dans les urnes le week-end dernier, un rejet d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous envisagez la suite ? Parce qu'évidemment, il reste le pilote de l'avion, on sent qu'il veut garder le contrôle, mais ça va être compliqué. Emmanuel Macron a été élu par les Français, donc il tient son mandat du peuple souverain en 2022. Il a un mandat qui court jusqu'en 2027. Il dispose de prérogatives constitutionnelles qui ne lui seront pas enlevées, quoi que puissent en dire déjà Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il dispose d'un certain nombre de prérogatives qui sont constitutionnelles et il ne s'agit pas de commencer à vouloir tordre le bras à la Constitution. Donc là-dessus, il faudra aussi être très très clair dans le cas où une cohabitation soit décidée par les Français dimanche soir. Le rejet de la figure d'Emmanuel Macron, évidemment, moi, c'est quelque chose que je déplore parce que en France, on aime bien casser les idoles. Emmanuel Macron a incarné, et à mon sens, il incarne encore une capacité de renouvellement de la vie politique, de la pratique politique, et il ouvre une voie. Il n'est pas un peu usé le ressort, justement. Mais en fait. Je regrette que dans cette campagne, on n'ait pas eu le temps davantage, mais c'est le calendrier qui l'impose, de modérer un certain nombre de propos catastrophistes qui ont été énoncés par nos adversaires sur le bilan d'Emmanuel Macron, sur la situation de notre pays. Parce que lorsque vous avez, et il y en a des articles de presse, des médias qui ont évoqué le comparatif avec des pays européens, sans chercher très très loin, mais des pays qui nous sont proches, avec lesquels on peut se comparer. La situation en France est bien moins grave que ce qu'on aime à déplorer dans notre pays. Et là-dessus, il y a un bilan, mais un bilan, c'est jamais très vendeur en politique. Il faut un bilan et il faut aussi un élan. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous avoir dans ce studio.